Aujourd'hui, nous verrons pourquoi la plupart des pauvres restent-ils pauvres. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Rudy Teams, Pierre C., Alexis Alfred et Anonyme de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Rudy Teams. Je discutais avec un collègue vendredi dernier. Il me pose la question suivante. Depuis quand es-tu entrepreneur? Je réponds. Cela fait 7 ans. C'est vraiment courageux. Bravo. Me répond-il. C'est pourtant toi qui es courageux de vendre ton temps contre un salaire. Lui répondis-je. Il me demande ce que je veux dire. Je lui réponds. Tu me parles de ton besoin de gagner plus d'argent pour terminer la maison que tu construis personnellement pour ta petite famille. Et pourtant, tu passes ton temps au travail en échange d'argent? Oui, sans argent je ne peux pas avancer, je n'ai pas le choix, je ne suis pas riche. Je ne pourrais même pas payer les entrepreneurs qui travaillent sur ma maison avec moi. Je comprends ta position mais j'ai une astuce pour toi, j'espère que cela te permettra une prise de conscience. Remplace le mot argent et le mot riche ou richesse par le mot temps et libre ou liberté. Alors il prend le temps de réflexion et je vois dans ses yeux une petite prise de conscience mais effrayé et méfiant. Il reprend la discussion et me dit non, mais on a besoin d'argent pour vivre. Je réponds, l'argent n'existe pas, c'est une croyance universelle dans une unité de mesure qui permet de remplacer la confiance en échange de biens et services. Il s'énerve et me dit, tu ne peux pas dire ça, on a bien des billets et pièces et comptes en banque. Je souris et lui demande, qui crée l'argent? Prends 30 minutes et regarde une courte vidéo YouTube sur le système monétaire. Puis je continue, je vais reformuler ce que tu viens de me dire en remplaçant le mot argent et riche. Oui, sans du temps je ne peux pas avancer, je n'ai pas le choix, je ne suis pas libre. Donc ce que je comprends, c'est que tu vends ton temps pour recevoir du temps. Et tu rêves par ce système de devenir libre. Il me répond, oui mais comment je peux faire autrement? C'est ça la question que tu dois te poser. Comment? Mon anecdote racontée ci-dessus, était un peu longue mais je rencontre tous les jours des gens esclaves du temps et ils ne sont pourtant pas menacés par la force ou une arme pour se libérer et arrêteurs de vendre leur propre temps à une autre personne qui, elle, vend votre temps à d'autres personnes pour leur faire parfois gagner du temps ou perdre du temps dans des biens de consommation. La prise de conscience, c'est cela qui rend une personne libre définitivement. On peut avoir beaucoup de temps par million de secondes mais il est important de comprendre comment se servir de tout ce temps. Certains préservent leur santé, d'autres achètent le temps des autres et d'autres tombent dans le piège de la surconsommation de notre système monétaire. Et ils achètent des biens produits par des entreprises car la course folle à la productivité renforce nos croyances sur l'argent. Depuis des millénaires, l'homme a instauré des croyances pour établir un ordre collectif. Les religions, les castes, et finalement l'argent. L'homme savant, Homo sapiens, est le seul être vivant à se servir des croyances. Je vous invite à lire le best-seller « Sapiens, une brève histoire de l'homme » de Yuval Noah Harari au sujet de l'homme. On va pouvoir continuer avec la réponse de Pierre C. Q. Pourquoi la plupart des pauvres restent-ils pauvres? Ma réponse emprunte beaucoup à un billet de Denis Colombi. Sur son blog Une heure de peine. Lisez-le, ça vaut vraiment le coup. En résumé, la pauvreté est un piège. Une fois qu'on a le pied pris dedans, il est incroyablement difficile de s'en extraire, en gros pour une raison très simple. Les pauvres sont tout aussi rationnels que n'importe qui d'autre, et ils savent calculer. Quels calculs font-ils? Eh bien, de leur point de vue, les gratifications à relativement court terme sont garanties. Acheter à manger, acheter une télévision. Tout cela garantit une gratification, certes pas grandiose, mais l'important est qu'elle est assurée. Les gains à long terme, en revanche, sont très incertains. Ils reposent sur la capacité à épargner. La plupart des pauvres pourraient épargner, fût-ce dans des proportions très faibles, nombre d'eux épargnent sur des durées très courtes pour acheter des biens durables comme une télévision. Pourquoi ne pas épargner sur le long terme? Est-ce que ça ne leur permettrait pas d'entreprendre des projets plus importants, susceptibles de les faire sortir de la pauvreté? La réponse est malheureusement, pas vraiment. D'abord, de tels projets seraient à leur tour incertains. Pourquoi s'embêter à épargner, et donc à se serrer la ceinture pendant longtemps, si l'on risque de tout perdre, ou si la modeste épargne initiale ne suffit pas même à garantir un crédit pour créer une petite entreprise? Pourquoi s'embêter à faire des projets à long terme, si l'épargne peut être absorbée en quelques minutes par un coup du sort, une grosse facture médicale ou quelque chose de ce goût-là? Pour un pauvre, augmenter son taux d'épargne apporte la certitude de se priver pendant longtemps, mais pas la certitude d'en tirer avantage plus tard. N'oubliez pas que les pauvres sont tout aussi rationnels que n'importe qui d'autre, il est tout à fait compréhensible que la plupart d'entre eux ne souhaitent pas s'exposer à de tels risques. Il y a plus, toutefois. Les pauvres sont des homines sociologici comme les autres, ils ont besoin de se socialiser, et les mécanismes de socialisation sont très complexes. Pour être bien intégré à un groupe, il faut participer aux activités du groupe, et notamment payer sa tournée à ceux qui n'en ont pas les moyens eux-mêmes. Ce n'est pas pour rien que les pauvres vont au bistrot, c'est un lieu de socialisation d'une importance capitale, et les moins démunis montrent le souci qu'ils ont de la vie sociale en dépensant pour les autres quand c'est nécessaire. Ne pas le faire, c'est d'emblée se mettre à part du groupe, le seul auquel on puisse s'intégrer. Qui sont alors ceux qui ont le plus de chances de sortir de la pauvreté? Eh oui, vous le devinez. Ce sont ceux qui ont le moins d'attache dans le groupe, ceux qui, n'étant pas fortement intégrés au monde social dans lequel ils vivent, ont plus de possibilités d'épargner parce qu'ils n'ont rien à perdre en faisant cela. Épargner leur coûte moins cher qu'à ceux qui ont une position importante au sein de la bande de copains.
Ils ont une chance de sortir de la pauvreté parce qu'en l'absence d'attache forte au sein de la bande de copains, ils peuvent se permettre de ne pas participer aux activités du groupe. Allez à Sciences Po, vous en verrez plein dans cette situation, des jeunes gens qui, faute d'être fortement intégrés à leur groupe social d'origine, pouvaient se permettre d'être bons à l'école et de préparer leur propre futur. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Alexis Alfred. Chaque fois que je visite la maison de mes parents, je vois quelqu'un boire du thé et parler à ma mère. Ce sont généralement des femmes âgées de 20 à 40 ans. D'après leur apparence, je peux voir qu'elles ne vont pas bien financièrement. Je les appelle les projets de ma mère. Elle a peut-être 4 à 5 projets, à la fois. Elles rendent visite à ma mère pour obtenir de l'aide, discuter d'un problème, obtenir des conseils et, à l'occasion, certaines d'entre elles apportent des cadeaux pour dire merci. Je ne sais pas comment ça a commencé, qui sont ces femmes ou comment elles ont rencontré ma mère. Mais leurs histoires sont tristement similaires. Toutes étaient des femmes qui avaient des enfants, n'avaient souvent pas de mari ou vivaient dans une relation violente. Laissez-moi vous parler de l'une d'entre elles. Je vais l'appeler Zaya. Zaya est une jeune femme d'environ 27 ans. La première fois qu'elle a rencontré ma mère, c'était quand elle avait 20 ans. Son développement est un peu lent. Elle lit et écrit difficilement, et il lui faut un certain temps pour comprendre des concepts difficiles. Mais c'est une travailleuse acharnée. Elle fait toujours son travail avec diligence. D'après ce que je sais, ma mère l'a aidée dans quelques petites choses. Un hiver, elle a acheté des vêtements d'hiver pour elle et son enfant. Elle a aidé sa fille à aller dans une bonne école publique à proximité. Pour ce faire, ma mère l'a officiellement domiciliée chez elle. Qu'est-ce que son histoire a de spécial? Pas grand-chose, mais elle a rencontré tellement de problèmes dans sa vie que, je pense, cela montre vraiment combien il est difficile d'être pauvre. Elle a été adoptée et sa famille, à l'exception de sa mère, l'a traitée comme une servante non rémunérée. Elle est tombée enceinte à 18 ans. Le père de l'enfant a disparu et n'est jamais réapparu dans sa vie. Elle a travaillé comme femme de ménage dans une petite entreprise et a reçu un salaire modeste. Un jour, ma mère l'a emmenée à la banque et l'a aidée à ouvrir un compte d'épargne. Après plusieurs années, elle a économisé l'équivalent de 5 à 6 mois de salaire. Lorsque ses proches l'ont appris, ils l'ont poussée à liquider son compte et à contribuer au mariage de son frère. Elle a rencontré un mec, qui était chauffeur, et ils ont décidé de vivre ensemble. Ils ont construit une petite maison. Elle a utilisé ses économies pour acheter des appareils électroménagers, des meubles, etc. Juste avant leur enregistrement légal, le type est mort dans un accident de voiture. La famille de l'homme a emménagé dans sa maison et l'a viré avec son fils dans la rue. Je lui ai proposé de l'aider à rédiger un rapport à la police et de l'accompagner pour le soumettre. Elle ne voulait pas se donner tout ce mal. Elle a ouvert un nouveau compte et gardé le livret de banque chez ma mère pour le garder en lieu sûr. Sa famille l'a appris et l'a forcé à payer des rénovations dans leur maison. Sa mère, la seule personne qui la soutenait, est décédée. Elle lui a dit à plusieurs reprises que si elle décédait, elle voulait que sa fille vive séparée de leur famille. La dernière fois que nous avons eu de ses nouvelles, elle déménageait dans une autre ville, puisque son frère aîné s'y installait et ouvrait un petit salon de coiffure. Il lui a promis qu'il lui paierait son salaire. Après y avoir déménagé, elle a changé son numéro de portable et a arrêté d'appeler ma mère. Cela fait plus d'1 an que nous n'avons pas eu de ses nouvelles. Chaque fois que j'entends dire que les pauvres sont paresseux ou qu'ils ne savent pas gérer l'argent, je pense toujours à elle. Sa vie est comme un match de boxe avec un boxeur pro. Elle se prend un KO, se relève pour se prendre un nouveau KO. La quantité d'emmerdes qu'elle a vécue dans sa vie est vraiment stupéfiante. Et c'est pourquoi beaucoup de pauvres restent pauvres. Parce que la vie est injuste. On va pouvoir continuer avec la réponse de Anonyme. J'ai 27 ans. Je suis ce que vous pourriez appeler un pauvre, même si ce n'est pas extrême. Je gagne à peu près 1800 bruts par mois, 1700 après taxes. Je n'ai pas de diplômé. Il y a 2 ans, j'ai décidé de me prendre en main, façon Rocky. J'applique ce que l'UMP considère comme la voie royale pour sortir de la pauvreté. Je dépense peu, très peu, en fait je vis chez ma mère et économise le moindre cent. Et je bosse, beaucoup, vraiment beaucoup. Quand je ne bosse pas, à la régulière, je fais des heures sup. Quand je ne fais pas d'heures sup, je suis des cours du soir. Maintenant voyons les résultats. J'ai raté la moitié de mes cours et vais probablement redoubler, puisque bosser à temps plein et réviser est un poil compliqué. Cela va sûrement s'arranger l'année prochaine. Le problème étant que les cours du soir de ma région peuvent être annulés au dernier moment et que je sacrifie peut-être toutes mes soirées pour rien, certes c'est une aide pour dépenser moins. Cette vie de moine n'aidant pas à se créer un cercle social, je n'ai pas des masses d'amis. Je n'ai pas vraiment de copine non plus, essayez de trouver une fille sans sortir, par manque de temps et d'argent, en lui disant que vous vivez chez votre mère à 27 ans et que vous pourrez lui consacrer 1 heure par soir avant de vous coucher. Bref, dodo, boulot, cours, dodo, boulot, cours, dodo. Pour les 4 prochaines années mine, 6 pour un master. Après ça je pourrais probablement obtenir une augmentation à 2,3K, 2 canettes. Ensuite je pourrais acheter une maison et la louer. Pour rembourser le prêt, une maison coûte à peu près 150K et avec l'augmentation des prix liés au Covid vous pouvez compter 170K. Puisque vous avez passé 5 ans à économiser de l'argent, vous aurez probablement quelque chose comme 80K, 65 environ les frais de notaire. Restera donc un prêt de 105 Kelvin et ses 30 Kelvin d'intérêt,
J'exagère mais pas des masses. 2. Cas de salaire plus 500 de loyer, cela nous fait 2800 par mois. En restreignant mes dépenses à 200 par mois, je devrais pouvoir rembourser le premier crédit en 4,5 ans. Soit à 36 ans. Voilà, maintenant vous avez assez pour faire partir de la classe moyenne basse, 2500. Mais ce n'est pas fini. Bah oui, vous ne pouvez pas vivre chez votre mère ad vitam aeternam. C'est donc reparti pour le monk mode, pour économiser, puis l'achat d'une maison, puis à nouveau monk mode pour obtenir le loyer nécessaire à rembourser le prêt. Et voilà, après 7 ans de plus vous êtes enfin, à 43 ans, dans la classe moyenne basse. Heureusement, vous n'avez pas eu de soucis comme un énorme échec scolaire, vous faire virer, que vos parents rencontrent un problème, que l'État cesse de financer vos études, que quelqu'un squatte votre maison, que cette dernière se dégrade, que la taxe foncière n'augmente pas, que l'immobilier ne baisse pas, que vous ayez obtenu votre augmentation. Il ne vous reste plus qu'à trouver une fille, évidemment beaucoup plus jeune parce que la fertilité à 43 ans chez les femmes, c'est plus trop ça. Et si tout se passe bien, alors à 46 à 47 ans vous pourrez enfin profiter d'une vie de famille heureuse dans la classe moyenne basse. Et ensuite vous ferez un arrêt cardiaque à cause de 20 ans de stress et de mauvaise qualité de vie. Voilà, ce sont basiquement mes perspectives d'avenir. Maintenant soyons clairs, je suis chanceux. J'ai un travail plutôt stable, pas trop inconfortable, dans un pays riche, la possibilité de faire des études, un salaire supérieur au salaire médian, la possibilité de vivre chez mes parents et relativement peu de besoins. Et malgré cela le meilleur scénario dans ma vie me donne déjà envie de me coller une balle dans la tête. Comment voulez-vous qu'un ouvrier smicard en CDD puisse appliquer le même résultat à lui-même? Et j'en entends déjà au fond parler d'investissements plus complexes, et rapportant plus, ou de créer son entreprise. Premièrement, le principe de ces investissements est qu'ils sont complexes. Je suppose que je pourrais trouver un moment pour étudier le sujet en profondeur, entre les cours et le boulot. J'aurais juste pas mal de trucs à rattraper en mathématiques, stats, économie, fiscalité mais, ce n'est pas impossible. Pour l'ouvrier en question, qui n'a pas eu le bac, n'a pas fait un calcul depuis une dizaine d'années et pense qu'un SICAV est un genre de morpion, cela risque d'être beaucoup plus difficile. Pareil pour le fait de créer une entreprise. Créer une entreprise est une chose complexe, risquée, qui demande généralement un bon capital. Pour beaucoup de personnes, créer son entreprise n'est pas un saut de la foi mais un saut de l'ange. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.